Que manque-t-il sur votre plateau de fromage? Du reblochon. Reblochon. Le reblochon de Savoie, un fromage au goût doux et parfumé à manger comme ça. Reblochon de Savoie, mangez-le nature. Bien, c'est pas tout ça, mais l'heure tourne. Ben oui, l'heure tourne et le bouton est appuyé. Ah d'accord, le bouton est appuyé, on ne le Donc savait c'est bon. pas. Je pense qu'on peut commencer. Bah oui, bien Oui. sûr, monsieur Seri, on peut commencer. Parce que le plus difficile, c'est de la rentrée. Oh merde. Oula, oula, alors là, tu parles du tampon toujours. Ça commence fort là. C'est le tampon, c'est pas la rentrée. Le Ah problème, si, c'est la rentrée. le problème, c'est rentrée la rentrée des séries. Bienvenue dans Monsieur Série and Friends, avec aujourd'hui un nouveau friend qui s'appelle, donc, je dis quoi, Docteur Série? Je donne ton vrai Oui, prénom? Docteur Série. Docteur Docteur Série Série pour les gens qui me connaissent sur Twitter, hein, pour mes 200 followers. Hein, je suis très connu sur la toile, comme on peut le voir. Sinon, Nicolas, il n'y a aucun problème aussi. On a Elodie avec nous, Oui, bonjour. qui survit, je pense. Non? C'est ça, Oui, c'est c'est exactement ça. Donc les tisanes, elle les a fait péter comme la dernière fois. Je suis sponsorisée par les tisanes et le Humex en fait. Ah carrément en plus. Ah ouais, non mais Ah là, oui. attendez, ça fait trop de sponsors là, on va avoir des soucis nous. Je là. sais pas si je peux te donner des noms de marques ou quoi que ce soit. Ou faut que t'en donnes deux autres. Ah oui, Voilà. Pirelli et Auchan. Tampax. Ah oui, non, mais on a dit qu'on parlait pas des tampons. Oh, excuse-moi. Mais Et bon. comme vous avez pu l'entendre, on a Nimentrix qui est toujours Bonjour là, à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Je qui commence était par- censé être beaucoup plus fatigué aujourd'hui, beaucoup plus en retrait. Et je le suis. Ça se voit. Ça Bah, se parce voit. que c'est la rentrée, je suis obligé d'être en retrait, sinon. Bon, la rentrée série 2015-2016, en tout cas les 3 premiers mois, septembre, octobre, novembre, enfin novembre. Vu qu'on est le premier, ça va être un peu difficile d'être exhaustif, mais il restait pas grand-chose. Si je vérifie bien, il y a même une série qui a été repoussée à février. À part Chicago Med et Flesh and Bone, je pense qu'on rate pas grand-chose. On a en nouveauté presque 20 séries, je pense. Je sais pas si vous avez tout vu. Je sais pas s'il y a des choses que vous avez vues que j'ai pas vues. Enfin voilà, ça on va le savoir assez vite, puisqu'on va revenir sur le bilan global, les nouveautés qu'on a envie de vous conseiller, celles qui nous ont déçus, les bonnes surprises, les mauvaises surprises, et on va aussi un peu discuter de nos séries favorites qui sont revenues. Est-ce qu'elles sont revenues pour le meilleur ou pour le pire? On va le savoir ça donc ce soir. Alors, le bilan de cette rentrée, quand on regarde un peu sur la toile, c'est mitigé, voire même tendance à la déception globale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que 2015, encore une fois, est une année décevante pour les rentrées série US? Je donne la parole, je sais pas, à Docteur Série pour inaugurer. Ben, c'est gentil, merci. Grosso modo, moi j'ai envie de dire que l'effet nouveauté cette année, j'étais très très déçu. Je plaçais beaucoup d'espoir parce qu'il y a eu des grosses annonces qui ont été faites quand même, le retour de Heroes notamment. Et puis moi, j'étais agréablement surpris de l'année dernière finalement. Il y a des séries qui m'ont beaucoup touché et je me suis dit tiens, on est reparti sur une nouvelle dynamique. On va peut-être pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Allons-y. Et puis là, cette année, pour moi, c'est le soufflet qui retombe réellement. Je trouve qu'il n'y a aucune surprise. On tombe dans du déjà vu. On tombe dans des mécanismes qui sont récurrents, qui sont dans chaque série maintenant, qui sont tombés dans des... Toutes les séries tombent dans des mécanismes, dans des automatismes, et il n'y a plus cet effet de surprise. Donc moi, c'est un peu ça que je retiens de la rentrée. C'est qu'on a eu le temps là maintenant de voir quelques épisodes. On en est à peu près à 6-7 épisodes pour les nouveautés, et je m'ennuie déjà. Et je ne sais pas si ça va être une grande année. Les autres vont pouvoir le dire. Et là, à la fin de l'année, sûrement, on pourra le dire aussi. Mais pour le moment, moi, c'est plutôt la déception, effectivement. Je vais suivre le courant global. Je pense que pour la deuxième partie, tu vas avoir du mal à donner des nouveautés que tu as retenues et que tu conseilles alors. Bon. Non, mais si, parce que paradoxalement, il y en a quelques-unes justement que je vais retenir, qui sortent du lot. Mais c'est pas la joie. ce n'est pas pour les raisons pour lesquelles
Enfin, voilà, les raisons vont être différentes, justement. J'ai D'accord. envie de dire, les séries, on va dire, prenantes, moi je Mhm. trouve qu'il n'y en a pas cette année. Par contre, des séries popcorn avec lesquelles on n'a pas envie de se prendre la tête et qui se regardent très légèrement, bah là, cette année, je trouve que là, pour le coup, il y a des très bonnes séries qui passent. C'est pas faux, c'est pas faux. Il y a Voilà, beaucoup de no-brainers, beaucoup de guilty pleasure en puissance. voilà, exactement. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, chercher quelque chose qui sort du lot, ça va être un petit peu difficile. Sans être très poussé, je pense qu'aujourd'hui, en 2015, on ne Mm. peut plus faire des séries qu'on faisait comme en 2010. C'est plus possible. Entre-temps, il y a eu des séries qui nous ont mis des claques, et je pense que le gros problème qu'a eu NBC ou ABC cette année, c'est qu'on nous resserre des séries qui sont dans un cercle, qui sont dans un moule, et ce moule-là, les gens n'en veulent plus. Et c'est pour ça que dans les audiences chutent, mais sur toutes les chaînes, même les grosses séries qui d'habitude arrivaient à maintenir quand même quelque chose d'assez exceptionnel, ben, il y a une lassitude qui s'installe. Et je pense que si très très vite elle ne rectifie pas le tir en mettant un peu plus de qualité et surtout de la nouveauté dans l'écriture et en prenant un peu plus de risques, Mhm. ben on va tomber dans un cercle de lassitude au niveau du comportement du téléspectateur. Et ça s'en ressent clairement aujourd'hui, hein. Oui, je sais plus où je lisais ça, mais en fait, la saison, pour certains, la saison 2015, c'est plus la saison de la confirmation de l'année dernière. Donc les séries qui ont bien marché l'année dernière essayent de se confirmer cette année, mais pas celle du bouleversement, la grille planning. D'ailleurs, on a vu quelque chose de nouveau arriver cette année, c'est les commandes plus petites au final. Donc on enlève des épisodes aux séries parce que on veut pas les annuler tout de suite, mais on veut quand même donner de lancer le message. Je sais pas ça si... Enfin, je me souviens pas avoir vu ça autant que cette année, justement, de passer de 13 à 9, 10 épisodes. C'est arrivé quand même assez fréquemment. Je sais pas ce que t'en penses, toi, par exemple, Elodie. Moi, je suis d'accord avec vous, c'était très décevant et c'est vrai que je sais plus c'était quel network, il me semble que c'était NBC qui Mhm. voulait changer le modèle de commande et dans les contrats passés que la norme ça devienne une commande de 8 épisodes et après voir comment ça se passe et parce que pour eux ils estimaient qu'avec 8 épisodes ça leur suffisait à se faire une idée et à voir ce que les audiences donnaient. Ouais. Et c'est vrai que ça leur permet aussi d'être plus réactifs, que si ils tombent sur une série qui fait une audience exécrable, de pouvoir réagir vite et mettre quelque chose d'autre à la place et limiter les dégâts. Mais c'est vrai que cette saison, on n'a rien vu d'original, on est toujours dans le même moule et c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries maintenant qui évitent d'être trop sérielles. On va avoir des épisodes qu'on peut regarder dans le désordre sans que ça soit dérangeant. Et oui, c'est surtout des séries popcorn, quoi, c'est vrai. Même les comédies, c'est bon, c'est vrai que je suis pas très très comédie, mais on a eu beaucoup de comédies casse-gueule avec de l'humour très très moyen et des gags vus et revus. Et d'habitude, même si dans le lot, on sait qu'il va y en avoir beaucoup qui vont passer à la trappe, il y a toujours au moins une ou deux séries qui te disent tiens, ça va être la série de l'année. Et là, c'est vrai que ça manque, hein. Effectivement, ça manque. Je sais pas ce que toi, tu t'en penses, toi, Animatrix. Pareil. J'ai rarement vu une saison aussi fade en fait. C'est une incroyable fadeur quand même. C'est pas que c'est mauvais, c'est que ça serait même un compliment de dire mais c'est mauvais. Non non, bah c'est juste on fait des trucs fades. On fait des trucs en effet très popcorn. Bon, j'aime pas trop le popcorn moi comme truc qu'on bouffe là, mais c'est ça. Bon, on doit se contenter cette année de se dire bah ouais, c'est juste prévu pour être vu au moins au 12e degré pour qu'on... Ah ouais, non, mais attendez, c'est super intéressant. Non, non, c'est pas possible. Moi, ce qui m'inquiète un peu, beaucoup, c'est de voir en plus derrière toutes les nombreuses annonces de reboot, de voir qu'on va avoir le retour de X-Files, de voir le retour de Twin Peaks, et que j'ai bien peur que, étant donné que les séries nouvelles ne fonctionnent pas, qu'on aille de plus en plus chercher dans les fonds de tiroir et nous ressortir toute une tonne de reboots en espérant qu'il y en a un ou deux. Voilà, pourquoi on ferait pas la suite de ceci, de cela, 20 ans après, etc. Je suis un peu inquiet et puis je me demande où sont passés les scénaristes. Déjà, parce que là, j'ai pas compris. Alors, je me suis aussi demandé où étaient passés les humoristes, parce que en effet, les séries censées être drôles
m'ont pas fait rire. C'est un peu bête. J'ai été un peu beaucoup déçu et c'est à peu près du niveau du Beaujolais nouveau ce truc. Voilà. On nous le refile chaque année en disant mais si attendez ça a un petit goût de banane, un petit goût de fraise. Ouais mais enfin le Beaujolais nouveau, l'avantage c'est que ça dure 2 jours. Là une rentrée des séries, ça veut dire que la série, on va se la coltiner pour l'année. Je ne serais pas aussi catastrophique ou catastrophé par rapport à cette rentrée. C'est vrai qu'elle n'est pas reluisante. Il y a quand même des choses qui en ressortent. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est que on a tendance à annuler certaines choses qui globalement s'en sortent pas trop mal et font bien leur boulot, et renouveler d'autres qui font très très mal le travail, sont vraiment au ras des pâquerettes. Je pense notamment à Dr Ken, je comprends toujours pas. Enfin, il y a vraiment je sais pas, c'est une ambivalence. Ça manque d'originalité, mais on renouvelle des choses qui sont pas originales, on en annule d'autres pour on sait pas aucune raison. Je pense qu'il y a aussi un problème il y a trop. Ça, je pense que c'est pas la première année où il y a trop. On sait plus où mettre certaines séries, donc on se gourde de planning. Je suis sûr qu'il y a des séries qui pourraient beaucoup mieux fonctionner si elles étaient placées ailleurs. Je crois que c'est pas tellement la commande des 8 épisodes qui est suffisante. Je pense qu'il faut qu'ils reviennent au système comme avant, c'est-à-dire proposer le pilote en amont, voir comment ça marche, et puis seulement commander réellement, plutôt que de regarder le pilote chez eux, fermés dans leur petite salle, et se dire ok ça a marché, ou ça marchera pas mais c'est pas grave, on va le lancer quand même. Je sais pas, je pense qu'il faut qu'ils revoient quand même la façon de produire les séries, surtout depuis l'arrivée de clients comme Netflix, Amazon et YouTube qui arrive avec son YouTube Red qui va faire aussi pareil. Je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'on change la façon dont on produit les séries, on les commande, on les propose au public. Et Amazon, justement, fait un système un peu à l'ancienne, c'est-à-dire il propose des pilotes énormément en amont, les gens votent, et puis seulement, éventuellement, ils le produisent. Mais c'est pas genre, le pilote était sympa, on va commander 9, 13, je sais plus combien, en général c'est 13, et puis si ça se casse la gueule, on diminue. Mais ça brime la créativité aussi, parce qu'on sait pas où on va. Je pense aussi que, très honnêtement, le mode de consommation du téléspectateur, la façon dont il regarde les séries n'est plus la même. Il y a 10 ans, on bloquait son lundi soir, on bloquait son mardi soir, on bloquait son mercredi soir, sans problème pour la série qu'on avait envie de voir. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec la VOD, on bloque plus sa soirée. Donc finalement, en fait, il faut arrêter de regarder les chiffres uniquement du live. Il faut aussi commencer à prendre en compte les chiffres de rediffusion via les vidéos en demande, parce que là-dessus, les chiffres sont assez aussi éloquents et parlent d'eux-mêmes. Il y a des séries qui ne marchent pas du tout en live, et par contre, dès qu'on commence à regarder les chiffres, on se dit quand même, là, il y a eu 7 millions. Mais le souci, étant donné qu'on est sur les networks, c'est que ça... On peut les prendre, ces chiffres-là. C'est possible de les prendre et de les compter, mais c'est des chiffres qui vont être en quelque sorte mis un peu de côté, parce que c'est des chiffres qui ne sont pas soumis... il n'y a pas de thune, il n'y a pas de pub. Ce que je voulais dire, c'est que de là, en fait, va naître un problème que commencent vraiment à connaître les chaînes, et que commencent à connaître TF1, France 2 et France 3. C'est-à-dire que les gens ne regardent plus la télévision. Le problème vient surtout de là. Aujourd'hui, on ne regarde plus la télé comme avant. Aujourd'hui, on regarde la télé en ayant dans sa main son téléphone et en étant sur Twitter, en ayant la tablette et en regardant YouTube. Enfin, je veux dire, c'est fini la télé, quoi. C'est plus du tout comme avant. Il faut maintenant repenser le schéma pour attirer les gens à la télévision. Il faut se spécialiser, je pense. Et il faut surtout, en tout cas, comme disaient tout à l'heure Élodie et Yann, il faut qu'à un moment donné, les scénaristes arrivent avec des nouvelles idées, et puis arrivent avec du contenu qui donne envie aux gens de se dire « j'ai envie de rester et je veux regarder la suite ». Mais je sais pas si par contre, les nouvelles idées, justement, elles sont pas là, mais parce que je pense qu'il y a 500, voire plus, scripts qui sont envoyés chaque année. De là-dedans, il y a quasiment rien qui ressort, et en général, c'est si tu as la chance d'avoir un producteur ou un nom un peu connu, que ça ressort. C'est pour ça qu'on voit maintenant, et ça j'en parlerai dans un autre podcast plus tard, mais les web-séries reprend quand même un peu la qualité des scénaristes et devient presque un tremplin
pour ça, mais je pense qu'il faut le temps que ça évolue et on est bloqué encore avec des scénaristes et des producteurs qui s'accaparent des journées entières, enfin des soirées entières plutôt, et ça laisse peu de place aux nouveautés. Et bon, heureusement maintenant on a des choses comme YouTube qui va arriver, Netflix, etc. Mais regarde par exemple ABC et son jeudi soir, c'est Shondaland et c'est tout. Oui. Ok, ça fonctionne, Ouais. ok, ça rapporte de l'argent, mais ça laisse aucune place à qui que ce soit. Ce qui est intéressant dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est le modèle Amazon où en fait, oui, on fait un pilote et puis on fait voter les gens. Et je pense particulièrement à Amazon parce qu'en fait, la seule vraie chose de la rentrée que j'attends, c'est toujours l'adaptation du livre de Dick, dont j'ai vu le pilote. Ouais. Et là, ça donne envie, en fait. C'est quand même la seule chose qui a donné envie. Et là, en effet, c'est lié quand même au vote des gens. Et j'ai pu voir chez Amazon des gens comme Chris Carter se planter avec un pilote. Et c'est tant mieux. Chris Carter aurait proposé à la Fox. Je ne me rappelle plus le nom de la série à l'époque. Mais en effet, ça aurait certainement été accepté. Et on se serait un peu ennuyé grave parce que le pilote était d'un ennui mortel. Donc ce modèle de demander l'avis, comme ça se faisait à une époque en testant les pilotes, oui c'est vrai, on se demande un peu pourquoi ils font des pilotes, si c'est juste pour les regarder entre eux en catimini, quoi. Je veux dire, c'est juste s'amuser, une sorte de masturbation intellectuelle très sympathique, mais après s'étonner, mon Dieu, mais ça n'a pas marché. Bah oui, vous n'avez testé sur qui? Sur personne, donc c'est vrai que c'est assez étrange. Et le modèle économique, en effet, est à remettre en cause et en question, parce que là, c'est vrai que c'est ce modèle de la VOD, ils n'ont toujours pas réussi à trouver vraiment comment le rentabiliser. C'est beaucoup plus simple de passer tout et n'importe quoi sur des chaînes le mercredi ou le jeudi soir, et puis de dire aux gens, regardez, parce que là, il y a de la pub, surtout... Là, on vous a pas plaint, alors qu'en fait, sur la VOD, ils vont vous passer une pub au début, et puis c'est tout. Je pense que la VOD n'est pas le problème d'être rentabilisé, parce que justement, au contraire, ça se rentabilise beaucoup plus facilement, en tout cas pour le producteur de la série, parce qu'il y a des séries qui survivent grâce aux commandes, notamment étrangères et de VOD étrangères. Donc je pense que c'est surtout que il faut qu'il y ait une autre vision, un calcul différent. Mais je pense que ça, c'est un tout autre débat. Je pense pas que ce soir on puisse vraiment rentrer dedans, sinon on va pas du tout parler d'autre chose. Mais clairement, si on peut retenir de ce premier point, c'est que c'était globalement décevant. On s'attendait quand même à beaucoup de choses, peut-être trop. Je terminerai en disant juste une chose, si c'est possible. Oui. Cette année, dans le fond, j'ai envie de dire, enfin dans la forme, il y avait des très bonnes idées. Il y avait des séries qui, moi, au départ, que je pense à Blind Spot, je pense à Quantico, voilà, c'est des séries qui, au départ, moi, quand j'ai vu le premier épisode, ou sur le papier, quand on me pitch la série, je me dis, ouais, j'ai envie de voir, j'ai envie de regarder, j'ai envie d'aller au bout, quoi. The Player, pareil. Et après, on se retrouve dans la forme, dans un truc plat, sans saveur, qui est du déjà vu et dans des mécanismes dépassés pour moi, qu'aujourd'hui on peut plus donner, on peut plus servir aux gens. Il faut oser un peu plus, il faut essayer de prendre des risques différents. Je sais pas s'il faut faire que prendre que des risques, parce que ça, on demande ça dans tout. On peut pas que réinventer, il faut juste faire les choses bien. Oui, c'est surtout les faire bien. Je pense que des séries comme Quantico et Blind Spot, pourquoi pas? Je veux dire, elles n'ont pas inventé l'eau chaude, mais si c'était au moins bien fait, je veux dire, quitte à faire un truc, on va pas vous emmener trop loin, votre cerveau, voilà. Mais moi, le gros reproche de Quantico et Blind Spot, c'est non mais sérieusement quoi, c'est juste ça. Bah oui, on s'est dit, on a posé un pitch. Voilà, il est sympa, hein. Et puis voilà, écoutez, on a fait ça. Mais derrière, faites un effort qui ait un minimum de profondeur, qui est que ce soit au moins aussi agréable à l'œil, parce que moi, un truc comme Blind Spot, à part la super séquence avec l'ouverture du sac au départ, le reste, je suis pas tombé amoureux plus que ça de l'image, quoi. Il y a aussi des tics, faut arrêter de tous se copier, de se retrouver avec plein de séries qui maintenant se sentent obligées pour lancer de commencer par un My Name Is. Je sais pas. C'est pénible ça. Voilà, je voulais quand même, j'avais envie de protester par rapport à ça.
Il y en a ras le cul. Ok, Arrow a commencé, mais maintenant my name is machin. Et j'ai regardé le pilote de Supergirl qui commence par My name is Kara. Quantico, c'est My name is. Ah non, mais sérieux, les My name C'est is, vrai, ok. Ça va faire plaisir à Eminem, ça, quand même. Lui, il va être content. Mais Ah, attends, peut-être qu'il un est sponsor. producteur. Voilà, il est C'est peut-être un producteur. sponsor caché. Non, mais sérieux, quoi. Je veux dire, c'est gag dans Arrow au début, même au bout de 2 saisons, tu as envie de lui dire, bah, tu peux. Maintenant, on sait que t'es qui, on le sait, d'accord. Peut-être que c'est lui bon. ne le sait pas et il est obligé de se le rappeler. C'est Voilà. une maladie qu'il Et a. voilà. Alors, Le problème, c'est mec qu'on a est l'impression amnésique. qu'ils prennent dans un chapeau à bonnes idées. Tu sais, ils ont tous les networks qui ont le même chapeau Voilà. avec leur petit papier à rebondissement et tous ils piochent dans le même chapeau Ah pour oui, non, mais nous c'est servir ça. la même soupe. Ouais, mais ça, on pourrait dire, on a déjà dit ça aussi du cinéma avec le fameux modèle sous Word où t'as juste à remplir les cases. Oui. Qui, je pense, existe réellement. Parce qu'il y a plus ou moins des plans à suivre pour être sûr bien que sûr, commercialement c'est sûr. ça masse. Parce que le but quand même, c'est que ça se vende, que ça rapporte de l'argent. Donc, ouais, la créativité, c'est bien si t'arrives à l'avoir, mais sur un network, il faut surtout que dès le premier épisode, hop, ça marche. On ne peut pas faire comme mais Netflix le fait, balancer une saison complète, dire, allez, au bout de 4-5 épisodes, ça commence, mais ça commence à être bien. Voilà. Ça, c'est pas possible sur une chaîne network. Mais Déjà c'est ça aussi sur le Netflix, problème. c'est super dommage, chiant. et c'est dommage parce que je vais te donner un exemple concret qui, moi, m'est arrivé cet été avec la série Wayward Pines. Ouais. J'ai commencé Wayward Pines, j'ai vu le premier épisode, j'étais très emballé. Et puis après, ça commençait à redescendre jusqu'à l'épisode 5 où là, c'est remonté en flèche d'un coup. Et je me suis, pour finir en apothéose, j'ai trouvé. Ouais. Et voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais je pense qu'il faut quand même laisser la chance aux séries. 6-7 épisodes, c'est beaucoup, mais c'est peu aussi. Mais le problème, c'est que sur les séries dont on parle, c'est-à-dire les séries de network en général, telles Blind Spot ou alors ABC, c'est qu'on va chercher effectivement l'épisode roue de secours. On va chercher, tiens, on va faire ça. Tiens, on va aller chercher ça. Ça marche bien, alors on va faire ci. Ouais. Et ça, c'est là où je dis non, innovez un peu, les gars. Allez, maintenant, les idées, je suis sûr que vous en avez, vous en êtes capables. Mais maintenant, osez aussi un peu dans la façon dont vous construisez vos épisodes. Je veux dire, une série comme Alias, il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souvenez, mais on ne terminait pas sur un cliffhanger dans Alias. Le cliffhanger, il était au milieu de l'épisode. Oui, non, mais c'est ça. Et c'était passionnant parce qu'on avait, au milieu de l'épisode, on avait la réponse on va dire, à notre truc. Et puis, moitié de l'épisode, on commençait une nouvelle intrigue. Et là, ça se stoppait net. On reprenait à l'épisode d'après avec la suite de cette intrigue-là. Mi-épisode, l'intrigue se termine, on repart sur une nouvelle. C'était osé, c'était quelque chose de nouveau. Il y avait du punch dans l'écriture, là. Il y avait quelque chose, vraiment, il y avait un vent nouveau, quoi. Et c'est tonton Gigi, là. Bah oui, bon. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter là-dessus. On ne pourra pas nous-mêmes y faire grand-chose, à part le crier, etc. C'est sûr. Mais il faut en parler parce que je pense qu'ils vont l'entendre. Mais justement, par rapport à ce que tu disais avec les 4-5 épisodes, etc., sans spoiler quoi que ce soit, Quantico commence à prendre une toute autre tournure à partir de son épisode 5. Parce que il prend peut-être trop de temps à s'installer, à présenter des personnages et ce genre de choses. Mais bon, 5 épisodes... c'est pas 5 épisodes de 20 minutes, hein. Faut se les taper, quoi. Donc après, et surtout, se les taper en se disant, allez, ça va être bien. Bref. Je pense aussi que le problème d'une série comme Quantico, c'est que le schéma de l'épisode, il est donné pour les 20 prochains, quoi. C'est-à-dire, on sait très bien comment ça va se passer. Il va y avoir un truc qui va se passer hyper important. Et de cette chose-là, va naître une série de flashbacks qui vont nous amener à comprendre la réaction des personnages dans l'épisode. Tu le vois une fois, tu le vois 2 fois, mais excuse-moi, au bout du 7e épisode, moi je peux plus. Ouais, il y a autre chose que je peux plus avec cette série-là. C'est un effet qu'on appelle en montage, c'est du time remapping. Et en fait, le time remapping, c'est juste une séquence qui est accélérée, puis ça revient à la normale, puis c'est réaccéléré. Ça, ils en abusent, mais vraiment, c'est fatigant parce que ils en abusent tellement que même pour rien, pour des moments de rien, ils le font. Alors que ça peut être intéressant, par exemple, justement, voilà, une attaque de quelqu'un, une intervention de la police qui accélère à un certain moment, puis que ça ralentit pour bien voir les choses, pourquoi pas. Mais là, ça accélère pour voir les gens qui rentrent dans une salle, et puis ça saille. Non.
Non, c'est le gars, je pense il a trouvé ça sous After Effects, il s'est dit, j'adore cet effet-là, je vais en mettre partout. Mais je pense qu'ils ont surtout pris l'idée l'année dernière sur How I Met Your Murder. Non, sur How to Get Away with Murder. Voilà. Ah bah oui, mais de toute façon c'est How to Get Away with Terrorism, hein, celui-là. Donc. Voilà, on a Ouais, pris non, mais c'est exemple ça le problème. sur ça, C'est et qu'il y a deux modèles. En ce moment, il y a deux modèles. Il y a Shonda d'un côté, et de l'autre côté, c'est on va placer les 3 premières minutes de Arrow parce que Arrow, ça a fonctionné, quoi. Elle est comme dans Camelot, comme on dirait, on en Arrow. Hein. Ouais, bien, très bien. Il fallait que je la place, j'ai attendu. Ouais, non, c'est bien. On en Arrow. C'est très bien. Voilà, franchement. See that? That's the apocalypse. It's gonna kill everyone. I can see clearly now the rain is gone. Well, not everyone. 34 days ago, I'd never met these people, but then our lives collided. Funny, only when we knew we were going to die did we truly start to live. Malgré tout, il y a des nouveautés sur lesquelles on a quand même, on a eu pris du plaisir, je pense. Je vais juste vous en demander pour l'instant parce que je suis sûr qu'il y en a plus que ça, mais celle qui sort du lot. Moi, je vais taper chez les Britanniques avec Yumi and the Apocalypse. Ah, donc le fameux Roblo, Oui. mais pas pour The Grinder. Non, pas pour The Grinder. Non, c'était très mauvais, ça. C'est dommage que Jérémy ne soit pas là parce que je pense que lui c'est un fervent défenseur. Moi, je Il a commence à trouver des choses, mais ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Donc Yumi and the Apocalypse, qui est donc c'est anglais, mais c'est diffusé, je sais plus sur quelle chaîne. C'est sur Sky One. Donc Yumi and the Apocalypse, ça commence avec un... tout se passe dans le passé. Mais donc on nous explique que ça va être la fin du monde puisqu'il va y avoir une météorite qui va s'écraser sur la Terre et que tout le monde va mourir. Et c'est ballot. Mais il y a un petit groupe de gens un peu spéciaux, on va dire, qui se retrouvent dans un bunker et on ne sait pas comment. Donc on va avoir le personnage principal qui lui aussi commence en voix off avec My Name Is, mais dans ce cas-là c'est pardonnable. Dommage. Donc il y a lui, on va voir une... Au début, on ne connaît pas les personnages, donc je vais vous dire vite fait pour pas vous spoiler, mais donc on a une évadée de prison, on a une nonne, on a... Je sais plus qui c'est qu'on voit au début, parce que je veux pas spoiler, et enfin je sais qu'on voit un singe, voilà. On va s'arrêter là pour les personnages, parce que je veux pas spoiler. Attends, Mais il y a un singe. Oui, il y a un singe. Est-ce qu'il a du dialogue? Il dit My name is le singe. En fait, le singe, c'est Anis Boobs. On l'a retrouvé, c'est lui. Oh, génial. Oups. Non, mais Anis Boobs par rapport à Community pour ceux qui n'auraient pas D'accord, tilté. ok. Non, mais j'avais entendu Boobs, moi. Voilà. Ah oui, bah oui, forcément. Boobs, Ton filtre à Boobs. Il entend oui, ce qu'il a envie d'entendre. Oui. Et donc... voilà, tous ceux-là se sont retrouvés dans le bunker et donc toute l'histoire, ça va être... Donc on va retourner dans le passé et tout le plot, ça va être de savoir pourquoi ils sont là, comment ils ont été choisis pour se retrouver dans le bunker. Et jusqu'à certains épisodes, on va même pas savoir si c'est vraiment la fin du monde ou quoi. Ça se passe à travers le monde. On va en avoir aux États-Unis, en Grande-Bretagne, un peu partout. Vous avez donc plusieurs personnages qu'on va suivre. Donc déjà le personnage principal qui nous raconte l'histoire, qui va se faire arrêter par la police et il va se rendre compte que finalement en fait il a été adopté, qu'il a un frère jumeau qui se fait pas volontairement passer pour lui mais ça l'arrange et il va partir à la recherche de sa famille. D'un autre côté, on va avoir une maman qui s'est fait arrêter par la police à la place de son fils, qui a piraté le site de la NSA, va profiter de la fin du monde pour s'évader avec une nazie. Et ensuite, d'un autre côté, on va avoir donc Rob Lowe qui joue l'avocat du diable, qui une fois que la fin du monde a été annoncée, sa mission, ça va être de retrouver l'Antéchrist et de retrouver Jésus s'il revient. Et donc, pour l'aider, il va donc engager une nonne et ils ont tous les deux un caractère un peu spécial et tout ce petit monde va se retrouver par des liens qu'on découvre petit à petit et même si dans le pilote honnêtement on comprend pas vraiment ce qui se passe, c'est un peu foutraque mais c'est marrant, c'est de l'humour anglais, ça se laisse bien regarder et petit à petit donc on va découvrir plein d'informations et c'est du mystère qui se déroule petit à petit. C'est sorti nulle part, c'est l'OVNI, franchement c'est vraiment la série que je trouve qui sort du lot
parce que on peut pas dire que ce soit formaté, parce que Mhm. c'est le genre de série où tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas où ça va finir, tu sais pas si les personnages vont se retrouver tous à la fin, si ça va être vraiment la fin du monde. Et c'est surtout hilarant. C'est improbable, c'est vraiment l'humour anglais. C'est Très tout ce très que- bien écrit. C'est très bien écrit comme série. Ah oui. Est-ce que c'est tu magique, penses- quoi. Est-ce que tu penses que tu pourrais le résumer en juste c'est l'histoire d'un singe, d'une nonne et d'un ex-détenu qui sont dans un bunker? Non? Ça marche pas comme ça? Ça, Ça ça commence comme une mauvaise blague. Très franchement, oui. Mais oui, C'est ça, un peu j'en ai entendu parler, mais apparemment ça divise quand même, hein. Il y en a qui n'accrochent absolument pas, mais je pense que ça doit être l'humour anglais, hein. C'est toujours un peu le problème avec ce côté un peu absurde, sans doute. Moi je ne l'ai pas vu, hein, mais Mais j'imagine... non, justement, c'est pas si absurde que ça. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup séduit moi dans cette série, c'est Mhm. l'approche réaliste, c'est la façon dont, parce que comme le dit Elodie, au départ, c'est une météorite qui vient s'écraser sur la Terre, et là, on se dit, oh non, on va encore nous resservir du Armageddon en comédie, quoi. Mais en fait, c'est pas du tout ça, et c'est tellement bien écrit parce que la réaction qu'ont ces personnages par rapport à l'annonce est magnifique. Elle est extraordinaire et elle est d'une justesse et elle est jouée d'une telle profondeur qu'on a envie d'y rester et qu'on est plié de rire du début jusqu'à la fin. Et là, moi, je suis embêté pour la prochaine question parce que c'était la série que j'allais donner moi aussi. Mais, Mais en tout on cas, va, très on va bon te laisser... choix, Elodie, très bon choix, Elodie. Elle a bien fait d'en parler parce que c'est une série qui mérite un coup de projecteur, vraiment. Ben, je vais essayer de trouver du temps, je vais regarder, il y a combien d'épisodes là pour prévu? 3-4 qui ont été déjà diffusés, je crois, et 13 en commandé, je crois. Ouais, il me semble que c'est ça, oui. Et c'est du combien? Ouais. C'est du 40, 20? C'est du 40, ouais. Ok. 40. Bon, ben, je vais essayer de trouver du temps, hein. Bon. Mais ça donne envie quand même, au moins de regarder le pilote. Très bien, très bien. Et ben, justement, je vais te laisser un peu de temps, Docteur Siri, pour trouver un autre. Et je vais passer à Animatrix qui apparemment Pourquoi n'était moi pas prêt. Pourquoi moi Si, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le gros problème de cette saison, c'est, voilà, si tu cherches quelque chose qui sort du lot, franchement, bah là, Elodie nous a donné quelque chose qui sort du lot. Qui mais- sort du reblow même. Oui, c'est qu'à de le dire. Mais là, franchement, oser dire à propos de tout ce que j'ai vu, ah ben celle-là, elle sort du lot. Ça serait d'une incroyable mauvaise foi, quoi. Je veux dire, il y a rien de. Tu veux que je prenne Bah, la suite? Moi, j'en ai quelques-unes. Bah, t'as de la chance, donc, enfin, ou alors, oui, voilà, peut-être. Mais bon, moi, je regarde des choses comme Limitless. Je me fais un peu plaisir. Enfin, je me faisais un peu plaisir au départ, mais Mhm. je vais pas dire aux gens allez regarder Limitless, ça sort du lot. Les gens vont me dire, mais voilà, il se fout un peu de nous. Non, mais c'est Voilà. peut-être le reboot qui, moi, m'a le plus convaincu de tout ce Oui, que j'ai moi pu aussi. voir. C'est-à-dire que Ah. tu mets Minority Report à côté, Ouais. Limitless, Bon, ça si sort on est du lot. deux, si on est deux, j'ose dire qu'en effet, voilà, mon péché mignon du moment, c'est Limitless parce que c'est un peu moins concon que le reste. C'est vrai que ce reboot d'un film que j'avais bien aimé me plaît bien. Et puis voilà, voir tonton Bradley Cooper passer de temps en temps, c'est Pour un café. quand même sympa. Et puis on parlait d'Alias et il y a aussi un ou deux personnages du casting d'Alias qui passent par là. Donc voilà, mon petit plaisir, c'est Limitless. Bon, Limitless, le principe, il est simple. Imaginez qu'on vous donne une pilule qui vous permette d'avoir un cerveau avec des capacités extraordinaires. Tout irait bien si en fait il n'y avait pas un contre-effet derrière. Il se trouve que tous les gens qui l'ont pris jusqu'à maintenant ont mal fini et le seul qui s'en est bien tiré est devenu depuis sénateur. Et il y a un nouveau personnage qui a le droit d'accéder en fait à ces pilules, c'est Brian Finch, et il va donc donner un coup de main comme d'habitude bien évidemment dans les séries au FBI et les aider à résoudre un certain nombre de choses. Simplement le sénateur en question lui aussi a d'autres plans prévus pour Brian. Et Brian, lui aussi, se trouve confronté aux problèmes de santé de son père. Donc, c'est relativement, entre guillemets, classique, sauf que c'est bien foutu, c'est pas mal réalisé parce que Monsieur Mark Webb est passé par là et que ça a donné des choses assez sympathiques. Il y a de l'humour, il y a des personnages qui sont bien campés, parce que c'est assez rare cette année. Oh mon Dieu, il joue pas comme dans Blind Spot. Oh, c'est vachement bien, quand même. Mais finalement. dans Blind Spot, il y a quand même le problème du gars
le sourcil froncé tout Oui, le long. c'est lui qui a pété, oui, c'est C'est ça. ça, c'est celui qui a pété. Voilà. Ah oui, non, mais Blind Spot pour ça. Donc ouais, voilà, ma bonne surprise, mais c'est pas quelque chose qui sort du lot, qu'on soit bien d'accord. Ma bonne surprise. Non, mais de la ça aurait rentrée, pu être comme Minority Report, donc complètement pourri, et finalement, ça se laisse regarder facilement. Ouais, Donc c'est une bonne surprise. C'était ça. Et la bonne surprise, d'une certaine manière, c'était quand même le côté what the fuck de The Player, quoi. Je veux dire, c'était. Ça, on va y revenir un peu plus tard, parce Voilà. que c'est un autre point, ce sont les bonnes surprises, les mauvaises surprises. Là, c'est plutôt celle qui sort du lot, une seule, hein, parce que c'est un peu difficile. Pour moi, c'est juste limitless, mais ça sort un peu du lot, hein, mais vraiment un peu, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus un grand cru pour revenir. Voilà, mais c'est mieux que le reste, on va dire. I was working hard at a New York job making dough, but it made me blue. One day I was crying a lot, and so I decided to move to West Covina, California. Brand new pals and new career. It happens to be where Josh lives, but that's not why I'm here. She's the crazy ex-girlfriend. What? No, I'm not. She's the crazy ex-girlfriend. That's a sexist term. She's the crazy ex-girlfriend. Can you guys stop singing for just a second? She's so broken inside. The situation's a lot more nuanced than that. Pour ma part, je pourrais jouer la facilité et prendre une série un épisode que j'ai vu aujourd'hui, mais je ne le ferai pas parce que j'en parlerai un peu plus tard, je le garde. Mais par contre, une série vraiment que je regardais du coin de l'œil, je me dis ça va être sympa, ça va être complètement barré, et au final c'est complètement barré et c'est vachement sympa. C'est Crazy Ex-Girlfriend. Ça, c'est elle sort du lot, mais de loin, de très très loin, parce que l'actrice donc Rachel Bloom, elle est vraiment folle. Je pense qu'elle est réellement folle. Le générique, il y a un générique. Attention, parce que c'est un peu le problème des séries en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de générique. T'as à peine le titre en blanc sur noir. Là, il y a un générique qui est chanté, un générique qui est drôle. C'est la même chose, pour tout le reste, c'est pareil. C'est des moments de tellement what the fuck que ça s'explique pas. C'est des chansons qui ont l'air sympas comme ça au départ, mais avec des paroles complètement barrées. C'est une série vraiment vraiment folle sur une femme qui a tout pour réussir à New York en tant qu'avocate, qui malheureusement ou pas rencontre son ex d'un camp de vacances dans les rues. Elle pense que ça y est, c'est sa chance, mais en fait lui n'habite pas à New York, il est juste de passage, il habite en Californie dans un trou paumé qui s'appelle West Covina, et sur un coup de tête elle se dit tiens, je vais aller le suivre pour essayer de regagner son cœur. Et c'est basé un peu là-dessus, sur les amitiés, mais surtout c'est une série avec des moments musicaux. Je sais pas si d'autres l'ont vu. Moi, j'ai regardé juste le pilote, mais voilà, c'est juste que j'ai horreur de voilà des